Bienvenue pour ce nouveau moment d'échange, la table ronde du Studio 3 des rencontres PEP 2021. 2 jours de webconférence sous forme de table ronde 100% en ligne. Après une vidéo pour mieux comprendre l'habitat inclusif qui vient d'être diffusée, je vous propose d'en parler, d'échanger autour de ce thème. Nous sommes ensemble pendant 1h15, durant laquelle nous allons nous pencher plus précisément sur l'habitat pour tous, avec cette table ronde intitulée « De l'habitat inclusif à l'habitat participatif, de la mise en commun à la gouvernance partagée ». Alors à côté de moi, le modérateur de cette table ronde, Yves, qui est là donc pour relayer toutes vos questions. Vous pouvez le faire via le chat, pardon. Et voilà, n'hésitez pas, dès que vous avez une interrogation, des demandes de précision, à envoyer vos questions via le chat et on s'en fera les relais. Alors, sont présents pour le moment donc Monsieur Lenoir, Stéphane Lenoir, vous nous entendez bien? Très bien, bonjour à toutes et tous. Bonjour à vous. Donc il y aura 4 personnes autour de cette table ronde. Il y a aussi Françoise Fosset. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Henri Lepargneux, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour tester votre micro? C'est bon? Bonjour. Voilà, Oui. voilà, parfait. On vous entend bien. Et Madame Anarel. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vous entend. Alors, en introduction, quelques rappels. L'habitat inclusif destiné aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées en perte d'autonomie revêt plusieurs dimensions. Cette forme de logement représente une alternative à la vie à domicile et à la vie en établissement. Avec une double dimension, la vie en espace privatif et le partage d'espaces communs. Partager son lieu de vie ne répond pas seulement à la perte d'autonomie. L'habitat inclusif peut-il être une réponse pour revitaliser des villages? C'est une autre dimension du débat. Est-ce qu'il peut également répondre en partie à la crise du logement, à la baisse de la solidarité entre voisins, à l'isolement ou encore à la montée de l'individualisme? Il sera donc réducteur de se cantonner à la question du logement quand on parle d'habitat inclusif. Il faut appréhender l'accès aux services, l'aménagement du territoire, le développement local et surtout le lien social autour et au sein de cet habitat. Derrière l'habitat inclusif se dessine un projet de vie sociale partagé. Comment se construit-il? Est-ce qu'il va de soi? Quelles sont les conditions pour la réalisation de ce projet commun? Alors, on va faire un petit tour de table, hein. C'est bien approprié aujourd'hui. Je vais vous présenter collectivement, enfin individuellement, pour ceux qui se connaissent pas. Donc Stéphane Lenoir, vous êtes coordinateur du collectif Handicap qui regroupe près de 50 associations. Vous avez travaillé de 2004 à 2020 sur l'accompagnement de projets d'habitat inclusif. Vous avez notamment suivi la loi Elan qui porte sur l'évolution du logement et vise à réformer le droit immobilier avec notamment une redéfinition de l'habitat inclusif, avec la création d'un régime de cohabitation intergénérationnelle et solidaire, avec l'assouplissement à l'accessibilité aux personnes handicapées. Autour de la table également donc Henri Lepargneux. Vous êtes dirigeant de Tiamo qui a fait partie, si je ne me trompe pas, parmi les premières structures d'habitat inclusif. C'était à peu près il y a combien de temps qu'a été créé Tiamo? Alors, Tiamo a été créé en 2005 avec une première réalisation à Caen en 2007. Et là, vous êtes sur Cherbourg? Alors là, je suis à Caen, toujours. D'accord. Et puis, il y a une réalisation effectivement à Cherbourg depuis 2016. Okay. Et dont nous fêtons plus ou moins donc les 5 ans depuis la mise à disposition des logements. Très bien, merci pour ces précisions. Donc également Françoise Fosset, qui intervient en tant que présidente des PEP de la Manche. Alors Françoise Fosset, vous travaillez notamment sur une étude de faisabilité d'un projet d'habitat inclusif, porté par la réflexion du rapport Pifto-Wolfrom. Vous nous en direz davantage sur les 3 lettres API, accompagner, partager, insérer dans la vie locale. Et donc pour compléter cette table ronde, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Anarel,
qui est vice-présidente déléguée aux solidarités au conseil départemental de la Manche. Vous êtes enseignante de profession. Voilà, vous allez nous en dire un petit peu plus. Alors sur deux dimensions, donc le fait que le conseil départemental de la Manche fait partie des départements 100% inclusifs, et également sur donc l'autre dimension donc, de l'habitat inclusif par rapport donc, à d'autres problématiques, comme on l'a annoncé un petit peu en introduction, la revitalisation des villages, est-ce que ça peut répondre à la crise du logement, voilà, cet autre volet-là. Mais je pense qu'on peut peut-être commencer avec Monsieur Lenoir. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce que change la loi Elan pour l'habitat inclusif? Qu'est-ce qu'elle modifie en fait dans cette approche? Alors, la loi Elan, alors je ne vais pas la replacer dans son contexte de 2018, mais ou très rapidement, en tout cas si on parle de l'habitat inclusif, c'est une disposition qui est apparue déjà dans un calendrier législatif un peu précipité, je dirais, et qui a donné donc cet article 129, et qui a engagé beaucoup de discussions. Mais ça m'oblige à revenir sur ce qu'est habiter, avant de parler d'habitat inclusif. Juste pour donner quelques repères. Habiter, en réalité, déjà, ça dépasse la simple question du logement. Et on peut se donner au moins 3 repères. Habiter, ça répond à un besoin de sécurité, c'est-à-dire j'ai un toit sur la tête et je me sens en sécurité. Ça pose la question de l'intimité, c'est-à-dire que l'habitat doit permettre de préserver l'intimité des habitants. Et puis ça pose la question du soutien et de la valorisation de l'identité. C'est-à-dire que le fait d'habiter chez soi, c'est aussi marquer de son empreinte son logement. C'est aussi lié par exemple au quartier où j'habite. Le fait d'habiter dans des beaux quartiers ou dans des quartiers populaires, ça peut avoir des incidences différentes sur l'estime que je peux avoir de moi, par exemple si je n'ai pas choisi de vivre dans tel ou tel quartier. Et donc, une fois qu'on a posé, là très rapidement, et je pourrais en revenir en détail sur ces repères, une fois qu'on a posé ces principes-là, il faut se demander en quoi les dispositions de la loi Elan respectent ces caractéristiques, ces dimensions de l'habiter. Donc elle en respecte un certain nombre, c'est-à-dire qu'elle dit très clairement que l'habitat inclusif, c'est d'abord un choix des personnes, donc ça c'est extrêmement important. C'est pas un porteur de projet ou c'est pas une institution qui va dire à une personne en situation de handicap ou personne âgée, c'est vous allez habiter à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui décident du lieu et de l'environnement dans lequel elles décident d'habiter. C'est à titre de résidence principale, donc ça c'est pareil, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a une adresse postale et on est véritablement chez soi. Ce qui diffère peut-être un petit peu des notions que je viens d'indiquer, c'est que l'habitat inclusif se fait dans un cadre collectif, c'est-à-dire que c'est toujours un habitat groupé et il y a toujours un projet social de vie partagé. Alors, non pas qu'il ne faille pas toujours, en tout cas, non pas qu'on ne souhaite pas ou qu'il ne soit pas souhaitable qu'on habite avec un projet de vie social et partagé, mais ça pose très clairement la question du choix. Est-ce que véritablement j'ai choisi de vivre avec des colocataires, par exemple? Est-ce que j'ai choisi mes colocataires? Est-ce que j'ai véritablement pu choisir le projet de vie social et partagé? Est-ce que j'ai pu le négocier? Est-ce que j'ai pu donner mon désaccord? Est-ce que ce projet de vie social et partagé va m'imposer un rythme de vie que je n'aurais pas choisi, notamment par exemple en termes d'animation s'il y a des animations? Si j'ai des prestations extérieures, est-ce que j'ai choisi effectivement si la personne elle peut rentrer chez moi, comment elle rentre chez moi? Vous voyez, là on interagit directement avec les repères liés à l'intimité et à l'identité. Donc, et donc cette loi Elan a un impact, à mon sens, en termes de politique publique, c'est qu'elle donne un modèle. Et c'est là où peut-être on peut être relativement critique,
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une politique publique à destination d'un public bien défini, qui sont donc les personnes en situation de handicap avec des personnes âgées, se pose la question du choix véritablement de ces personnes. C'est-à-dire que si vous avez des personnes aujourd'hui en situation de handicap qui ne souhaitent pas avoir un projet de vie sociale et partagé et qui ne souhaitent pas vivre en collectivité, mais simplement vivre de manière indépendante ou en couple chez elles, et ben là, on est confronté directement à ce que j'ai essayé de vous dire rapidement au tout début de mes propos. Donc, ça percute les questions liées à l'identité, à l'intimité, au choix du lieu de vie. Et c'est peut-être là la critique qu'on peut porter vis-à-vis de l'habitat inclusif. Donc, moi, je dirais en résumé que l'habitat inclusif répond très certainement, enfin, il répond, puisqu'on peut le vérifier sur le terrain, à certains besoins de personnes en situation de handicap. Néanmoins, cet habitat inclusif ne répond pas à tous les besoins et toutes les aspirations des personnes en situation de handicap. Voilà. Oh, d'accord, je comprends. Vous nous dites qu'en fait que c'est une partie de la solution, mais que ça ne correspond pas forcément à toutes les problématiques qui encadrent le fait de vivre dans un logement pour les personnes concernées. Alors justement, on va peut-être se tourner vers Henri Lepargneux. Donc, comme je disais, vous êtes dirigeant de Tiamo. Du coup, vous accompagnez des créations de projets, que ce soit des associations, des établissements médico-sociaux, des collectivités, des bailleurs sociaux, ou encore des promoteurs immobiliers. Vous élaborez une offre de formation aussi pour les acteurs qui souhaitent mener à bien leur projet d'habitat inclusif. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail Tiamo, le type d'habitat qui représente, et puis le public concerné, déjà de manière générale? Oui, alors en fait, Tiamo a évolué dans son histoire, qui est au fond à la fois récente et ancienne, puisque 2005, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, et puis en 15 ans, évidemment, il se passe des choses, et il s'est passé beaucoup de choses sur ces sujets d'habitat inclusif. Je voudrais rajouter, pour compléter le propos que je partage totalement de Stéphane Lenoir, peut-être d'apporter une précision concernant l'habitat inclusif, puisque au fond, l'habitat inclusif répond désormais à une définition. La loi Elan précise un cadre, mais en réalité, l'habitat inclusif, c'est aussi une notion, c'est un état d'esprit. Voilà. Et donc, il y a des projets, les projets Tiamo, par exemple, qui sont bien plus anciens que la loi Elan, dont Stéphane rappelait qu'elle est toute récente. En fait, on pourrait dire que les projets Tiamo sont des projets à vocation inclusive, parce qu'ils ne rentrent pas aujourd'hui strictement dans le cadre de l'habitat inclusif. Donc, vous voyez, ça montre déjà une première limite, mais c'est bien normal avec un cadre législatif. C'est que c'est pas parce qu'on ne rentre pas dans le cadre précis d'un habitat, de ce que dit la loi Elan d'un habitat inclusif, que le projet que l'on porte et qui est devenu réalisation n'a pas une vocation inclusive. Et donc, pour moi, c'est un premier élément qu'il est important de souligner. Alors, pour revenir à votre question initiale, les projets que j'accompagne sont à la fois liés à la dépendance et au manque d'autonomie. Donc, je rappelle que la dépendance, c'est la capacité à faire, on va dire la capacité physique, pour faire simple, et l'autonomie, c'est la capacité à décider. Et du coup, on peut être autonome et manquer de dépendance, ou on peut être dépendant et ne pas être autonome, etc. Enfin, tous les cas de figure existent. Et Tiamo, qui initialement était destiné, les projets Tiamo initialement destinés à des personnes en situation de handicap moteur lourd, les accompagnements que je dispense aujourd'hui sont sur toute forme de dépendance ou d'autonomie, c'est-à-dire à la fois liés finalement aux situations de handicap ou à l'âge, et tout en étant basé à Caen, possiblement partout en France. Donc je travaille en ce moment sur des sujets d'autisme, avec liant habitat et emploi, ou pour la déficience intellectuelle, ou toujours bien sûr pour la grande dépendance motrice. Voilà. D'accord. Et du coup, pour revenir aussi à la question du jour, dans ces formes d'habitat inclusif,
Est-ce que, parce que quand vous dites que ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre de la loi Elan qui est toute récente, vous pensiez à quoi? Est-ce que vous pensiez à la question de la participation en fait, des locataires? Est-ce que dans les structures Tiamo, on Oui, prend en compte justement les besoins, enfin je veux dire la participation des locataires dans le sens où ils expriment en fait leurs besoins et leurs spécificités? oui. Alors déjà, je vais me permettre de vous reprendre, mais je le fais évidemment avec 2 doigts d'humour. Vous parlez de structures Tiamo, ce ne sont pas des structures, ce sont des résidences Ouais. de droit Oui. commun, donc comme n'importe quelle résidence. Mais il se trouve que, contrairement à des résidences habituelles, il y a une proportion de personnes grandes dépendantes un peu supérieure à la moyenne. Hein, mais ce ne sont pas des structures au sens Oui, effectivement. médico-social Oui, du terme. oui, justement. Non, c'est une erreur de ma part. Parce qu'effectivement, c'est justement pas des structures, mais des résidences. Mais justement, comment on prend en compte les spécificités en fait, des locataires? Alors, en fait, c'est une question. Le sujet est un sujet vraiment intéressant parce que, en fait, il n'y a pas de réponse qui serait une réponse absolue. Vous voyez, quelque part, la recette de cuisine de comment fait-on pour permettre à des personnes en situation de handicap d'être moteurs, si on peut dire, dans la construction d'un projet, puisque tout dépend naturellement de la forme de handicap Oui, bien et sûr. puis des projets dont on parle. Un premier partage à faire. Je ne sais pas si, enfin, certainement des personnes qui nous regardent, un certain nombre d'entre eux habitent en résidence. Je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui habitent dans une résidence dite de droit commun et à qui on a demandé ce qu'ils souhaitaient dans la résidence. En réalité, la vraie vie en France aujourd'hui, c'est que vous choisissez un logement qui est déjà existant et vous mettez vos propres critères au regard des critères de la résidence dans laquelle vous allez rentrer. Donc le sujet de la participation, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il y a déjà une clé d'entrée, c'est au motif que l'on s'adresse à des personnes en situation de handicap, y a-t-il une raison de discriminer, alors au sens très positif du terme, d'avoir une clé d'entrée qui serait différente parce qu'on est en situation de handicap au regard de ce qui se fait habituellement pour des personnes valides? Alors justement, je ne sais pas si on a des... Excusez-moi juste de vous couper, je ne sais pas si on a des questions dans ce sens-là, mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, qu'il faut pas... Et n'hésitez pas en fait à donner votre avis et à nous poser des questions justement par rapport à ce sujet-là, parce que c'est vraiment le cœur de ce thème en fait. La participation, la vie en fait en amont de ces habitats et pas en fait qu'on livre un habitat et que la personne ait à s'adapter totalement. Enfin, je pense que c'est vraiment toute la difficulté. Alors, Yves, je vous laisse la parole. Oui, mais il y a une question qui vient d'arriver là, et qui porte justement exactement sur ce que Henri Le Pargneux aborde. Au fond, c'est le passage de l'inclusion à la participation. Ouais. Et la question qui est posée, c'est comment concrètement cette participation peut se faire. Je la pose, elle est posée à Henri Le Pargneux, elle est posée à vous tous, à vous toutes. Comment concrètement ça peut se faire? C'est-à-dire que comment ce choix en amont des personnes handicapées ou en situation de dépendance peut se faire, comment au fond chacune de ces personnes peut participer à l'élaboration de sa résidence, dans son lieu de vie, pour atteindre ce que Stéphane Lenoir disait tout à l'heure, c'est-à-dire la sécurité, l'intimité, l'identité, qui caractérise son logement. Voilà, c'est la question, au fond, qui est posée par les internautes, c'est-à-dire, très concrètement, comment on fait? Je voudrais juste compléter les premiers points que j'évoquais sur quelques limites, parce que, à très juste titre, Stéphane tout à l'heure posait un peu le cadre de notre échange. Et après, il faut se remettre ce qu'est la vraie vie d'un habitat. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de comment peut-on participer, notamment pour des personnes en situation de handicap,
à ce que sera leur lieu de vie demain, il faut se remettre à comment ça se passe quand on crée un habitat. Premier écueil, les délais. Ouais. Oui. Vous évoquiez Cherbourg, par exemple. Ouais. Cherbourg, voilà, c'est l'un des premiers sujets que j'ai pris en charge en 2007. Livraison en 2016. Ah oui. Donc, premier écueil, est-ce qu'en 2016, au moment où l'idée arrive de faire ce projet, est-ce qu'on intègre des personnes qui vont être possiblement concernées? Alors, la réponse sur le papier, oui, bien sûr, ce serait bien logique. Après, si on est un peu réaliste, est-ce qu'on demande à des personnes grandes dépendantes motrices de participer à un projet en 2007 dont on ne sait pas s'il arrivera au bout, dont on ne sait pas où il sera, dont on ne sait pas quand il se concrétisera? Vous voyez, tout ça, ça pose quand même des questions très, très concrètes. C'est-à-dire, est-ce que vous embarquez dans l'aventure quelqu'un dont vous ne savez finalement pas lui dire où est la ligne d'arrivée? Pour autant, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas intégrer les personnes, et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans le projet, mais en réalité, on a intégré dans le projet dont 90% n'habiteront pas dans la résidence. C'est-à-dire que vous pouvez le faire par approximation. Vous allez demander à des personnes alors je reprends l'exemple de Cherbourg pour des grands dépendants moteurs, où vous allez demander à des personnes de réfléchir avec vous à un projet qui probablement ne va pas les concerner. C'est tout à fait possible, c'est ce que nous avons fait, mais ça pose effectivement une difficulté. Déjà, premier élément de calendrier, comment on intègre des gens qui ne seront pas possiblement concernés. Et on parle de personnes en situation de handicap, mais prenons des personnes valides. Est-ce que les uns et les autres autour de cette table accepteraient de réfléchir à un projet dont ils ne savent pas s'il va réellement se concrétiser, ils ne savent pas où il aura lieu et ils ne savent pas dans quelles conditions? Vous voyez, et là, on est dans la vraie vie et c'est intéressant parce que c'est l'une des limites de la participation, mais c'est une limite qu'on peut dépasser bien sûr, c'est comment fait-on dans des circonstances qui sont un peu complexes. Alors justement, merci pour cette présentation des limites et on voit qu'il y en a beaucoup, donc le temps, les délais, en fait, effectivement, entre le départ du projet et puis la fin du projet effective. Il y a aussi, j'imagine, aussi toute la complexité aussi du projet en lui-même, parce qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte, à l'inverse peut-être de logements plus traditionnels. Il y a aussi un autre aspect que je voulais aborder avec Françoise Fosset. Je voudrais que vous nous éclaireriez en fait aussi sur les populations à qui s'adressent ces logements. Parce que voilà, on parle de personnes en perte d'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la situation que vous connaissez sur le département de la Manche par rapport aux populations hétéroclites qui sont concernées par l'habitat inclusif? Alors, tout dépend effectivement du territoire et de l'analyse du territoire qui peut être faite pour le département de la Manche, qui est celui qui est le mien. Oui. Effectivement, les populations dites âgées en perte d'autonomie sont plutôt proches des côtes. D'accord. Alors, avec une nuance, population aisée en perte d'autonomie, en retraite, en perte d'autonomie, plutôt proche des côtes. Après, il y a les populations avec des revenus beaucoup plus modestes qui, elles, peuvent se retrouver non pas dans les grosses villes, mais plutôt en campagne, isolées et en précarité. Donc, effectivement, on peut avoir, suivant les territoires, des configurations totalement différentes. Ce que je voulais dire par rapport au public, et tout à l'heure vous m'avez interrogé par rapport au rapport Pifto, Wolfram, il est sûr que, et ce sont des choses qui actuellement sont dans l'air du temps, on parle depuis longtemps au PEP de la mixité sociale, cette mixité sociale qui a été revendiquée politiquement récemment, cette participation qui est revendiquée aussi par des mouvements citoyens, clairement, politiques, etc. Donc c'est dans l'air du temps. Néanmoins, au PEP, nous, on la cultive, cette mixité sociale, on la recherche, et donc l'intérêt
du rapport Pifto, il est, pour nous, Pifto-Wolfram, il était aussi vers cela, à savoir, il faut tenir compte du territoire. La Manche a une population vieillissante et clairement en perte d'autonomie, ça ne va pas s'arranger. Et l'offre de logement peut être complexe et parfois les personnes elles-mêmes sont très attachées à leur logement. Hein. Je rejoins la question du choix dont faisait par Stéphane Lenoir. On ne peut pas obliger une personne qui a encore toutes ses facultés à quitter de force son logement pour soi-disant être mieux ailleurs avec nos yeux à nous. Donc clairement le public, pour moi, il doit être dans une diversité parce que créer du lien social, être proche de la vie, même si effectivement on peut être dans des quartiers où on ne choisit pas forcément de vivre, où c'est complexe, on devrait arriver justement par la mixité à contrecarrer ces effets-là. On a clairement dans nos sociétés créé dans des grandes villes des ghettos, hein, certes, de populations qui se retrouvent ensemble. Et on voit ce que ça donne sur le long terme. Donc, créer une unité, un habitat, alors je ne vais pas parler d'unité parce que ça fait encore très médico-social, un habitat qui va mixer aussi bien des personnes âgées en perte d'autonomie qui auront accepté de partager un petit peu une vie collective qu'elles choisiront au moment où elles le choisiront, et si elles ne le choisissent pas, elles ne seront pas cataloguées de vouloir s'enfermer, avec une famille avec de jeunes enfants, une personne en situation de handicap, une famille monoparentale, une femme, il y en a beaucoup, elles sont repérées aussi dans les études de plus en plus, femmes seules avec enfants et jeunes majeurs en quête d'autonomie ou d'un premier appartement. Disons que c'est un petit peu ces situations qui nous intéressent, nous les PEP 50 et les PEP en général, pour, comme disait le rapport Pifto, un vrai projet de société. On est dans une évolution de l'image de l'habitat et actuellement, au niveau des jeunes, il y a des initiatives de plus en plus importantes. Elles ne se situent pas forcément au niveau des personnes handicapées ou des personnes vieillissantes, mais c'est un phénomène qui avance dans la société. Et à ce titre, je ne comprendrais pas qu'au moment où on parle de transformation de l'offre médico-sociale, d'ouverture des structures médico-sociales vers les écoles, vers l'extérieur, etc., on n'inscrive pas l'habitat dans cette dynamique. Alors, voilà. C'est un petit peu tout ce qui me fait dire. Alors, est-ce que j'ai bien précisé les publics? Mais ce que je voulais surtout préciser, c'était cette mixité de publics qui peut faire qui peut complexifier un peu sociale. les... Ouais, bah alors du coup... Ce qui veut dire, Allez-y Yves. ce qui veut dire, Françoise Fossé, que la politique de l'habitat doit s'intégrer dans une véritable politique de la ville, en quelque sorte, pour déterminer, pour imposer en quelque sorte, hein, je suis bien d'accord évidemment, la mixité sociale à l'intérieur de la ville. Donc on ne peut pas séparer la politique de l'habitat de la politique de la ville. Voilà, c'est clair ça. Hein. La politique départementale, ce que Mme Harel en parlera certainement, hein, et je ne vais pas parler à sa place, mais le rapport Pifto-Wolfram indique clairement que le conseil départemental sera en gros le gestionnaire de la répartition de l'habitat inclusif sur son territoire. Hein. Donc, voilà, donc une vraie concertation politique, concertée, co-construite, etc. Alors, je suis peut-être idéaliste, hein. Certainement que la réalité va très vite nous revenir au visage, mais ça me paraît intéressant de le voir dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que on ne peut pas, dans un département comme le nôtre, se fermer les yeux en disant les personnes âgées vieillissent, elles vieillissent comme elles veulent, tant pis. Hein, c'est pas possible. Donc il y a vraiment, et on ne pourra le faire qu'avec elles, parce qu'on sait qu'il va y avoir des résistances. Alors il y a des jeunes en situation de handicap qui recherchent l'autonomie et qui veulent quitter leur famille, et puis il y a des personnes âgées qui, elles, voudraient rester chez elles, et puis
Ben, elles savent que c'est compliqué, mais voilà, elles veulent pas trop quitter, quoi. Alors merci beaucoup Françoise pour cet éclairage. On comprend qu'il y a beaucoup de défis en fait à relever. Je voudrais tout de suite passer la parole à Madame Harel. Donc je rappelle que vous êtes vice-présidente déléguée aux solidarités au Conseil départemental de la Manche, avec une question assez simple. Face à tous ces défis, que peut faire le politique, que peut faire en tout cas le Conseil départemental de la Manche pour ce qui vous concerne? Relever. Alors, merci de me donner la parole et merci pour cette invitation à cette participation à cette table ronde ô combien intéressante et avec de véritables enjeux pour les départements, certes. Alors évidemment, je ne vais pas reprendre tout ce que vient de dire Madame Fossé, mais bien sûr que je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, en tout cas pour le département de la Manche, nous, conseil départemental, qui accompagnons ces publics en perte d'autonomie, personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais aussi qui accompagnons, comme ça a été dit, des publics divers et variés. Je pense par exemple aux jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, je pense aux bénéficiaires du RSA, je pense à des familles monoparentales. Enfin voilà, je pense que dans ces habitats inclusifs, il ne s'agit pas de mettre des personnes âgées ensemble, des personnes en situation de handicap ensemble. Vraiment, l'enjeu, c'est de faire en sorte que puissent cohabiter tous ces publics. Voilà, et pas que des publics qui connaissent évidemment des difficultés. Alors, pourquoi le département de la Manche s'inscrit dans cette démarche, en tout cas de développement de projets d'habitat inclusif? Comme ça a été dit, le département de la Manche a une proportion de seniors qui est bien supérieure à la moyenne nationale, puisque dans la Manche, on a plus de 30%, 31% même de seniors, de personnes âgées de 60 ans et plus, contre 25% au niveau national. Et si je vous parle des personnes âgées de 75 ans et plus, c'est la même chose, 12% pour la Manche, 9% au niveau national. Donc, nous devons tenir compte de ces pourcentages dans notre département, trouver des solutions qui répondent à leurs besoins, parce que c'est ça en fait au final. Quel est le rôle de l'élu? C'est de mettre en place des projets sur son territoire qui répondent aux besoins de ses concitoyens. C'est ça en fait le rôle d'un élu. C'est pas très difficile en fin de compte, mais il faut trouver les solutions, et les solutions, on ne peut pas les mettre en place seul. On les met en place avec des partenaires. Donc avec les PEP, je vois Monsieur Lepargneux avec Tiamo, avec bien d'autres d'ailleurs aussi. Là, c'est vraiment très important. Et puis dans le département de la Manche, ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que nous sommes rentrés dans la démarche territoire 100% inclusif en 2018 et nous avons vraiment à cœur de faire en sorte que la participation des personnes, qu'elles soient comme je l'ai dit tout à l'heure, en situation de handicap, personnes âgées, bénéficiaires du RSA, jeunes, enfin peu importe, que ces personnes puissent avoir déjà accès aux dispositifs de droit commun maximum et que la participation de ces personnes soit indissociable, indissociable de la mise en œuvre des projets. Il faut absolument qu'on permette à ces personnes cette participation. Alors l'enjeu est de taille, parce que dans le département de la Manche, Madame Fossé l'a dit, c'est plutôt un département rural. Nous sommes plutôt des taiseux dans la Manche. Les Manchois ne disent pas forcément haut et fort ce dont ils ont besoin, mais nous devons les y inviter. Et là, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à mettre en place, mais nous devons permettre à ces personnes d'exercer leurs droits et d'avoir une participation sociale et citoyenne, quel que soit leur âge, leur handicap ou leur maladie. En tout cas, nous, au département de la Manche, c'est ce qu'on se fixe comme ligne, et on l'a déjà fait au travers de différentes instances. Je pense notamment à des instances qui concernent l'insertion, où on a la participation des bénéficiaires du RSA, par exemple. Des instances aussi avec des personnes en situation de handicap.
personnes âgées. C'est vraiment très, très important. Alors, ces projets, bien souvent, ils sont plutôt, vous l'avez dit, hein, ils ne peuvent pas être dissociés de la volonté, en tout cas, des élus municipaux. Ils sont souvent, d'ailleurs, portés par ces mêmes élus, mais ils ne doivent pas être portés par ces seuls élus. Ils doivent aussi être portés par la population et évidemment inviter la population, enfin les personnes qui sont susceptibles de vouloir habiter dans un type d'habitat comme l'habitat inclusif. Donc faire en sorte que ces personnes puissent participer pour construire le projet, pour évoquer leurs souhaits. C'est vraiment ça qui est important. Et aujourd'hui, on a cette volonté, on le voit, et la crise, je crois, l'a accentué. On a besoin d'un habitat intermédiaire entre le domicile et la structure, l'établissement. Et je crois que la crise, en fait, a aussi accentué le fait que la structure, ça n'était pas forcément... alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien, parce qu'il faut des structures, hein, bien sûr, on n'est pas dans la désinstitutionnalisation, pas du tout. Et que c'est peut-être pas forcément approprié, vous diriez, Madame Harel? Voilà. Peut-être que les structures ne sont pas tout à fait appropriées? Oui, et c'est pas vraiment ça, peut-être oui. Enfin, avec le contexte, hein, j'entends. Hein. Et ça a été... Oui, dans le contexte, oui, dans le contexte actuel, tout à fait. Et puis on a aussi un changement des mentalités. On a des personnes âgées aujourd'hui sur notre territoire qui, et c'est tant mieux, qui veulent décider du lieu dans lequel elles vont résider. Autrefois, la famille décidait un peu pour la personne âgée. Voilà, la personne, elle perd de l'autonomie. Bien, ce serait bien, papa ou maman, que tu sois en établissement. Nous, on est loin. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On n'est plus du tout dans ce discours et c'est tant mieux. Et les personnes âgées ou personnes en situation de handicap, quand elles le peuvent, souhaitent bien avoir toute l'attitude dans la décision qui sera prise pour elles, et c'est bien normal. Donc là, nous, c'est quelque chose à laquelle on tient, c'est l'autodétermination des personnes. Vraiment, on souhaite que les personnes... Et pour la réussir, vous avez besoin, si j'ai bien suivi, besoin de partenaires, c'est ça, oui. pour Oui. construire donc les projets. Alors, on voit qu'il y a beaucoup quand même de difficultés, de défis. Je voudrais poser la question à Monsieur Lenoir. Selon vous, est-ce qu'on peut réussir ce pari-là? Parce que là, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup aussi de témoignages de terrain, avec notamment Monsieur Lepargneux. Et puis on voit toutes les difficultés, parce qu'il y a des particularités selon les publics. Est-ce qu'on peut réussir à faire ce pari-là, en fait, d'un habitat inclusif qui correspond vraiment aux besoins des personnes concernées? Oui. Yves, je vous en prie, et puis je vous donne la parole après. En prolongeant la question qui vient d'être posée, si vous permettez, et en reprenant une question qui est posée par un internaute, on voit bien que à tous les quatre, votre idée, c'est de ne pas faire, de dépasser le simple cadre des personnes handicapées ou des personnes âgées, et donc d'avoir un véritable habitat inclusif. Ce qui implique de trouver des partenaires, et en particulier des partenaires publics, Madame Harel vient d'en parler, mais pas uniquement. Et au-delà de trouver des partenaires, c'est de voir quels sont les financements possibles, les modèles de financement possibles, si on veut atteindre justement cet objectif d'avoir un habitat inclusif qui ne se réduise pas, si je puis dire, au simple habitat pour personnes frappées de handicap ou personnes âgées. Alors, il y a plusieurs questions. Moi, j'aimerais commencer par dire qu'aujourd'hui, des personnes en situation de handicap, et notamment celles qui ont des besoins d'accompagnement, complexes ou pas, ont de vraies difficultés à trouver un habitat, un logement à habiter. On peut dire, pour caricaturer,
Les solutions, c'est soit effectivement un accueil en établissement, donc les personnes sont hébergées, elles n'habitent pas, elles sont hébergées, soit les personnes restent en fait dans les familles, soit parfois même, et on peut le dire, elles sont même obligées de s'exiler en Belgique. Donc on a quand même un vrai problème de proposer une offre diversifiée pour des personnes en situation de handicap qui, mais alors, je le rappelle, ont des besoins différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un habitat pour des personnes en situation de handicap. Pour moi, en tout cas, ça veut pas dire grand-chose. On va proposer des solutions au regard des aspirations et des besoins. Donc là, je rejoins tout à fait ce que disait Madame Harel. Peut-être qu'en tant qu'élu, c'est une des difficultés, mais c'est en fait une difficulté pour toutes les politiques publiques. Comment je vais faire en sorte que des personnes puissent trouver un lieu à habiter en fonction des aspirations et des besoins. Il se trouve aujourd'hui qu'en France, on ne peut pas dire que la connaissance des aspirations et des besoins des personnes, elle soit partagée par un très grand nombre. Donc dès lors que vous avez une personne qui va vous demander moi je veux habiter, il va bien falloir la mettre autour de la table pour comprendre à la fois ses besoins, ses aspirations et qu'elle participe au projet. Avec effectivement alors je ne sais pas s'il faut parler de limites. En tout cas, ce qu'il faut qu'on se dise, à mon avis, c'est que la participation, c'est difficile, c'est compliqué, ça prend du temps, et que si c'est une brique qu'on rajoute à la fin d'un processus, et notamment en plus, effectivement, du processus de création, en tout cas d'une opération immobilière, on n'y arrive pas. Et donc, et ça va me permettre de répondre peut-être un petit peu plus concrètement comment on fait en sorte que les personnes participent à leur projet. Ça veut dire que dès le début d'une opération immobilière, il faut imaginer une démarche pour que les candidats locataires, puisqu'en règle générale, quand même, ce sont des opérations pour que les personnes soient locataires du logement et non pas propriétaires, ce qui est encore une autre question. C'est-à-dire qu'il faut l'inscrire en fait dans le calendrier de l'opération immobilière. Si on ne fait pas ça, effectivement, on va subir le calendrier, on va rogner sur les aspirations et les besoins des personnes. Et en fin de compte, en fait, on va avoir des logements qui vont répondre que partiellement aux attentes des personnes. Alors encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est simple, ne serait-ce que la question du recueil des aspirations et des besoins de personnes, c'est un processus qui prend du temps, qui est compliqué, et imaginez en plus des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors là, ça veut dire qu'il faut en plus des conditions supplémentaires, avec des moyens de communication, avec des personnes formées aussi, avec sans doute les familles, accompagnées. Voilà. Donc ça fait qu'on a autour de la table des acteurs, un ensemble d'acteurs, et le pari, à mon sens, pour essayer de répondre à votre question, ouais, c'est de faire comprendre à l'ensemble de ces acteurs l'objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre, c'est bien de pouvoir créer en France une offre diversifiée, c'est-à-dire pas que des établissements, pas que du logement en plein centre-ville, pas que de l'habitat inclusif, pas que des habitats API, plein d'autres formes d'habitat dont aujourd'hui on n'imagine pas d'ailleurs les modalités, puisqu'en fait on ne les a pas réfléchies avec les personnes. Et donc c'est pour ça que la participation des personnes, elle est essentielle. Seules elles peuvent nous dire les besoins, enfin leurs besoins. Nous, on ne peut pas. Et j'ai même presque envie de dire, pour aller un petit peu plus loin dans mon raisonnement, une personne handicapée, une personne en situation de handicap ne peut pas à elle seule définir l'ensemble des besoins de la population handicapée. C'est-à-dire que la tension se joue à la fois entre des aspirations individuelles, en fait, des besoins individuels, mais dans le secteur du handicap, en fait, c'est ce qu'on cherche à atteindre, c'est quand même une réponse individualisée, et effectivement une opération immobilière qui va englober un collectif. Alors merci effectivement pour ces précisions. Alors, je voulais aussi aborder, même si on n'a pas tout à fait fait complètement le tour de la question, mais ça faisait partie d'une des dimensions en fait de cette table ronde. Et là, je me tourne vers Madame Harel. Juste en quelques mots, quand on dit aussi que l'habitat inclusif, même si on a compris aussi qu'il n'y avait pas un habitat inclusif, ce n'était pas une entité en tant que telle, mais est-ce que, à votre avis, elle peut
enfin, il peut répondre à d'autres problématiques que celle uniquement de répondre aux besoins d'un public fragilisé. Si je vous parle de revitaliser des villages, de répondre en partie à la crise du logement, à redonner de la solidarité, on parlait aussi de mixité sociale tout à l'heure, est-ce que vous avez aussi cette dimension-là en tête quand vous réfléchissez à ces projets en fait, d'habitat inclusif pour les années à venir? Oui, bien sûr. Ah bah, au niveau du lien social, ça, c'est clairement évident. Évidemment que ça peut répondre à cette problématique. Quand on a, je vous disais tout à l'heure, hein, on a un département très, très rural quand même, avec des personnes âgées qui vivent seules chez elles, éloignées des services, éloignées même de leurs plus proches voisins, si je puis parler ainsi. Donc voilà, là au niveau du lien social, c'est vraiment très important. Revitalisation des villages, bien sûr, mais il faut quand même, quand on va développer ce type d'habitat inclusif, penser l'accessibilité aux services. Il ne faut pas non plus que ce soit dans des villages très reculés. Sinon, je ne vois pas trop ce que ça va apporter aux résidents de cet habitat inclusif. Ce que je voulais dire également, c'est que cet habitat inclusif, il est pas forcément, enfin, il peut pas forcément être groupé. C'est-à-dire, on ne va pas forcément avoir alors une structure, je vais l'appeler comme ça, c'est pas le bon terme, mais un habitat avec 6 ou 8 personnes dedans, ensemble. Ça peut être un habitat diffus, mais avec des espaces communs, enfin, ça peut être dans un quartier, hein, voilà, ou dans un village, enfin, dans un bourg, avec des espaces communs dédiés aux personnes qui relèvent de cet habitat inclusif. Donc, voilà, on a plein de choses à imaginer. Répondre à la crise du logement, bien sûr, aussi. Voilà, il y a vraiment plein d'enjeux qui sont, qui sont présents en fait, qui sont présents à l'esprit. Mais j'ai envie de dire avant tout, c'est répondre aux besoins des personnes qui vont vivre, qui vont s'approprier ces lieux, ce type d'habitat. C'est vraiment ça en fait. Et je rejoins ce que disait Monsieur tout à l'heure. Ça va être compliqué, hein, cette participation des personnes, parce qu'on n'est pas habitué non plus à fonctionner comme ça, et encore moins les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, parce qu'on n'a pas souvent tenu compte de leur avis. Mais ça va prendre du temps, mais je pense que vraiment le jeu en vaut la chandelle. Là, il va vraiment falloir qu'on s'y attelle, et enfin, moi, je suis très optimiste avec les partenaires que l'on a pour travailler sur ces sujets-là, et qui, je le sais, je le pense, mais je le sais surtout, vont être capables de mettre ça en place. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, certes, mais il va falloir vraiment aller chercher les personnes pour aller, enfin, pour répondre à leurs besoins, vraiment. Avec les élus, bien sûr, les élus des communes concernées, parce que c'est aussi un facteur qui permettra peut-être l'attractivité du bourg ou de la ville, voilà, et qui permettra aussi peut-être de conserver des services dans ce lieu. Donc je vois que vous partagez, donc enfin vous avez un certain enthousiasme par rapport à tout ça, parce qu'effectivement l'habitat inclusif peut répondre à plusieurs problématiques. Je voudrais avoir aussi l'avis peut-être de Monsieur Lepargneux là-dessus, parce que bon, on vous a senti un petit peu moins enthousiaste. Comment vous réagissez aux propos de Madame Harel? Non, je ne manque pas d'enthousiasme. Vous avez un certain réalisme. Non, mais bien au contraire. Mais après, effectivement, c'est ça. C'est la synthèse entre une intention qui doit être clairement posée et le déroulement. Mais ça tombe très bien que vous me proposiez d'intervenir, parce qu'à la suite, justement, et pour illustrer tout à fait ce que disait à l'instant Anne Harel, je peux vous apporter un témoignage qui est tout frais, puisqu'il date de 2020 et qui est sur le territoire de la Manche. Donc, vous voyez, on reste en Normandie. L'année dernière, dans le cadre d'une association à laquelle je fais partie, qui s'appelle Opal, nous avons accompagné une commune du Sud-Manche, et je me permets de détailler un peu, parce que je trouve que cette histoire singulière, en réalité, pourrait se décliner presque à l'infini. La problématique est la suivante: le maire prend contact
en disant, voilà, une commune rurale, regroupement, en réalité, c'est une commune nouvelle, donc regroupement de 7 communes, 7 anciennes communes, si on peut dire. Et le maire prend contact en disant, voilà, notre commune rurale, il y a un certain nombre de personnes âgées qui sont encore chez elles, évidemment pas dans le centre-bourg, donc loin des commerces, elles perdent de la mobilité, ça devient très compliqué pour elles de pouvoir vivre, fonctionner au quotidien. Ce serait bien que vous nous accompagniez pour créer des logements adaptés. Donc, vous voyez une clé d'entrée très bâtie, là où Stéphane Lenoir nous a reposé le cadre de ce qu'est un habitat. Hein. Un logement, un habitat n'est pas que le logement est une partie de l'habitat. Et en fait, de cette demande finalement très, très ponctuelle et au fond assez simple, hein, d'adapter un logement pour des personnes handicapées et ou âgées selon les cas, on en est arrivé à lui faire comprendre, toucher du doigt que la question initiale, en fait, elle était beaucoup plus importante, elle englobait beaucoup d'autres dimensions que la simple adaptation du bâti au sein de cette commune. Et en réalité, on a initié une démarche qui a, et ça répondra d'ailleurs, ça complétera la réponse à votre question de comment fait-on pour faire participer les personnes. Ben, nous avons créé des groupes. Alors, il y avait un groupe de personnes âgées, il y avait un groupe de personnes en situation de handicap, il y avait un groupe de professionnels du médico-social. Donc, il y avait un groupe d'aidants aussi, hein, les aidants, c'est-à-dire les enfants. Alors, les enfants qui sont pas enfants depuis longtemps, hein, parce que les enfants de personnes de 80 ans, ben, ça veut dire qu'elles en ont facilement 50 ou 60. Et de manière à ce que chaque groupe puisse exprimer ce que veut dire le mot habitat et les conditions d'un habitat dans un contexte particulier qui était donc celui de cette commune du Sud-Manche. Et à un moment, on arrive sur quoi? Ben, on arrive sur ce qu'on sait tous, c'est que l'habitat, de fait, c'est pas uniquement la question de savoir si dans le séjour, il faut 3 prises électriques ou 4, ou s'il faut des barres dans la douche ou je ne sais quoi, ce qui est évidemment très important, hein, mais pour autant que la question du portage des repas à domicile secret se pose, que la question de l'ouverture des commerces tous les jours de la semaine se pose, qu'à un moment, la question du marché qui n'a lieu qu'une fois tous les je ne sais combien, ben peut-être qu'il faudrait que la densité augmente. Et surtout, et c'est la raison pour laquelle je voulais insister, c'est que dans la mesure où on va trouver des solutions pour des personnes âgées et les personnes en situation de handicap de la commune, en réalité, vous répondez à un certain nombre de questionnements des personnes dites valides ordinaires, puisque les questions se télescopent sur la vie sociale, les questions sont intéressantes sur les déplacements, et évidemment, ils ne se concrétisent pas de la même manière si on parle de Madame Martin, 80 ans, ou d'un jeune qui a une voiture. Pour autant, la question du déplacement est une vraie question. Et qu'à un moment, si la collectivité, elle met en œuvre des solutions pour des personnes âgées, peut-être qu'elle peut mutualiser ces réponses pour les personnes, pour d'autres personnes et d'autres profils de la commune. Et là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est en plein dans ce que disait Anne Arel, on est dans le vivre ensemble. Et à un moment, on arrête de mettre les riches à gauche, les pauvres à droite, les vieux ceci, les jeunes cela, et on se dit, alors sans être dans le coton rose, hein, après il y a des contraintes financières, des contraintes d'organisation, mais à un moment, on est dans un réel faire société. Ouais, je comprends je comprends la dimension plus importante. On revient encore une fois à cette idée aussi d'offres diversifiées. Alors peut-être que Yves, je vous laisse la parole pour une intervention. Non, mais alors là, c'est pas une question, c'est une réflexion que je me faisais en vous écoutant, les uns et les autres d'ailleurs, parce qu'on voit bien qu'il y a une logique dans ce que vous proposez, ce que vous dites. Je m'excuse de faire référence à mon expérience personnelle. J'ai été moi-même maire d'une commune de la banlieue lilloise pendant un certain temps et nous avions eu l'idée de mettre en place ce qu'on appelle des ateliers d'urbanisme, c'est-à-dire que il y avait cette espèce de volonté d'aménagement du territoire, de la ville, mais par quartier, avec le besoin des personnes et avec cette idée qui vient d'être avancée par M. Lenoir, c'est-à-dire l'idée qu'à partir du moment où on crée un lieu d'habitation, on touche au fond à tout, quoi.
Et donc, c'est ce tout qu'il faut envisager. Au fond, c'est ce que Françoise Fossé disait tout à l'heure, c'est sur la politique de la ville nécessaire à maîtriser pour qu'on ait vraiment une participation des habitants. Alors, est-ce que cette expérience, ça vous paraît, par rapport à la volonté de faire passer de l'habitat inclusif à l'habitat participatif, à la participation vraiment des habitants, est-ce que ça vous paraît une des solutions? Comment on peut la développer et comment on peut la financer? Alors, qui souhaite peut-être Stéphane Lenoir, vous souhaitez réagir? Bon, je ne sais pas si je vais Essayez d'y répondre. répondre. La question est complexe. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas lésiner sur la participation. Aujourd'hui, il faut intégrer dans nos processus de décision, dans la manière de construire, dans la manière d'imaginer le territoire, c'est vrai. Il faut faire avec les personnes. Il faut, en tout cas dans le secteur du handicap, mais sans doute dans d'autres d'ailleurs, il faut arrêter de faire pour les personnes. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors pourquoi il faut arrêter de faire pour? Parce qu'on a fait ça pendant des millénaires. Et qu'aujourd'hui, être citoyen, c'est aussi pouvoir contribuer, participer, et qu'aujourd'hui, on n'a plus à décider pour les personnes en situation de handicap. Alors effectivement, ça amène à des réflexions. On comprend les contraintes, mais on a des contraintes aujourd'hui parce qu'en fait, dans nos processus, c'est pas intégré. Quand on pense par exemple aux outils de programmation des politiques publiques, ils sont en réalité assez peu à intégrer le recueil des aspirations et des besoins des personnes. Si vous faites ça déjà, dès que c'est intégré presque dans la culture des outils de programmation ou d'aménagement du territoire, en réalité, vous avez déjà fait une partie du chemin. Et on a l'habitude de dire dans le champ du handicap que tout ce qu'on va faire pour des personnes en situation de handicap, en réalité, ça va servir, alors à des niveaux différents, mais ça va servir à l'ensemble de la population. C'est l'idée, en fait, je crois, de la conception universelle. Moi, dès lors que vous allez imaginer une politique publique pour les personnes aujourd'hui qui ont le plus de difficultés à l'accès aux droits, en réalité, encore une fois, ça va servir à tout le monde. Voilà. Et c'est pas uniquement du discours. Enfin, on pourrait donner de multiples exemples. Si on prend simplement la question, par exemple, de l'hébergement des personnes en situation de handicap, et qu'on le rapproche aujourd'hui avec le vieillissement de la population, où on se rend compte finalement que les personnes, on le dit depuis longtemps, mais que les personnes âgées souhaitent vivre à domicile, si on avait répondu à cette question de comment on imagine des solutions d'habitat diversifiées avec des personnes qui n'ont pas ou une autonomie extrêmement restreinte, en fait, on aurait déjà imaginé, je crois, assez facilement d'autres solutions que l'EHPAD pour des personnes qui souhaitent vivre et vieillir à domicile. On a par exemple tout l'exemple de la domotique. Combien d'éléments de domotique ont été pensés pour des personnes en situation de handicap et qui aujourd'hui se retrouvent dans tous les commerces de bricolage et qui servent à tout à chacun. Aujourd'hui, vous allez dans une maison, vous appuyez sur un bouton, il y a tous les volets qui se ferment. Ça avait déjà été imaginé pour des personnes en situation de handicap. Excusez-moi, c'est ça que vous voulez expliquer on parle d'habitat inclusif, mais qu'en fait il faut voir un peu plus large parce qu'effectivement c'est pour le bien de tous. Enfin, je résume un petit peu, mais moi je ne parle pas d'habitat inclusif. Ouais. Pour moi, habitat inclusif en soi, ça ne veut rien dire. Ouais, On parle d'un habitat. Un habitat pour chacun, voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en France, vous avez des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès à un logement et qui n'ont pas la possibilité de construire un habitat. Voilà. Et de fait, cet habitat doit être inclusif dans la mesure où cet habitat doit répondre aux quelques dimensions que j'ai essayé de vous donner, mais qui doit effectivement servir, il doit permettre à la personne, en tout cas, d'avoir accès à l'ensemble des services de la société, d'avoir des relations sociales, d'avoir une vie de couple, d'avoir un travail. C'est ça l'habitat. Et donc, en ce sens-là, il est forcément inclusif.
La difficulté qu'on a aujourd'hui à nommer cet horizon à atteindre, c'est que justement la loi Elan a mis ce mot habitat inclusif Ouais. sur une seule réponse possible. Et en réalité, il y a plein de réponses possibles. Et je pense qu'il y a encore plein de réponses à imaginer. D'accord. Et justement, à imaginer avec la participation de tous. Alors, Oui, alors, Madame Fosset, oui, je vous en prie, j'allais vous donner la parole justement pour c'est peut-être pour gentil. compléter. Alors, par rapport à la réaction d'Henri Lepargneux sur on ne demande pas à un citoyen ordinaire de participer à la création de son habitat. En gros, on lui livre, il a les plans, on lui livre un logement, il le loue ou il l'achète, point. Quand on imagine l'habitat dans le contexte social actuel, avec toutes ces interactions sociales nécessaires et encore plus avivées actuellement dans le cadre de la pandémie, on pourrait imaginer, comme la domotique qui est partie d'une réponse à des besoins de personnes en situation de handicap et qui est maintenant utilisée par tous, on pourrait imaginer d'associer tous citoyens à la construction d'un quartier ou d'une unité d'habitation qui va répondre à ces besoins. Alors, quant à l'habitat, effectivement, l'habitat peut être pensé, doit être pensé par et pour les personnes, j'en suis persuadée. C'est encore une mentalité qui est difficile à faire passer, hein, c'est complexe, hein, j'entends bien, hein, c'est pas aussi évident que ça. De par les habitudes prises, et Madame Harel en a parlé. Ceci dit, effectivement, quand on parle à un bailleur ou à une municipalité d'un habitat, c'est tout de suite, dites-moi où vous voulez, combien vous voulez d'habitat et pour qui. Point. À vous, initiateur du projet, porteur du projet, à vous qui impulsez l'idée qu'il peut y avoir un habitat différent. Mais on ne se pose pas du tout la question de quelle personne on va chercher, pourquoi faire, et avec qui on va travailler, même si c'est sur le long terme. Alors j'entends bien les délais, il faut effectivement qu'on ait un horizon d'attente qui ne soit pas trop flou et indéterminé, parce que les gens ont besoin de vivre rapidement chez eux. Hein, ils ont envie de souvent quitter leur famille qui n'en peut plus, surtout quand on a un handicap lourd, ou même de quitter ses parents, comme toute personne qui a envie de quitter ses parents. Hein. Donc, clairement, c'est comment on fait pour vraiment prendre en compte cette parole des besoins et cette initiative citoyenne qui fait qu'on devient citoyen. Par là, on se construit comme citoyen. Et donc, moi, je veux croire à ça, même si c'est un vrai défi. Et je pense qu'effectivement, il faut arrêter de parler d'habitat inclusif. Il faut parler d'une personne qui va être locataire, qui va prendre possession d'un logement, qui sera peut-être le plus adapté possible en fonction de l'évolution de sa vie. C'est-à-dire que clairement, on ne peut pas dire à une personne, bon, c'est bien, là, on vous met un logement pour 10 ans, dans 10 ans, il va falloir que vous changiez parce qu'il ne correspondra plus à vos besoins, donc il va falloir qu'on vous mette ailleurs. Voilà. Quelque sorte comme ça. Donc, le tissu social autour, c'est rayé. Les interactions avec le milieu, la mobilité, etc., c'est rayé. On est obligé de recommencer sa vie ailleurs. Ça pourrait être tranché comme ça, en disant, voilà, en fonction de l'évolution de la vie, on va vous déplacer. Ou alors, on imagine ça autrement. Voilà. Donc, c'est en ces termes-là que je parlais de vrais projets de société tel qu'il a été énoncé par le rapport Pifto-Wolfram. Alors, quant aux moyens dont on parlait tout à l'heure, il est clair que actuellement, sur un habitat tel qu'il est proposé, et j'en parle parce que j'ai particulièrement creusé le rapport API, mais j'entends bien qu'il faut une diversité d'habitats pour une diversité de réponses aux besoins des personnes. Néanmoins, il crée ce rapport, la personne 3P, qui est porteuse du projet de vie partagée, qui peut être sollicitée par la personne ou pas, qui va coordonner l'ensemble des services nécessaires au bien-être et à la vie des personnes suivant leurs demandes et qui va être financée par ce qu'on appelle l'AVP, l'aide à la vie partagée, hein, qui est actuellement
validé par le gouvernement et qui sera progressivement mise en place par les départements, hein, si je ne dis pas d'erreur, Madame Arène. Hein. Mais j'entends aussi que ça demande de l'investissement sur du bâti. Hein, donc ça aussi, la réflexion, je crois, Madame Arel, que vous participez au titre du Conseil départemental aux groupes nationaux de réflexion par rapport à ça, et que effectivement, les choses vont également devoir évoluer dans ce domaine. Hein. Bien sûr, bailleurs sociaux, hein, pour l'accès à tous et aux plus vulnérables en particulier. Hein, je n'ai pas le mot vulnérable, mais c'est le seul qui me vient là tout de suite. Et voilà, donc effectivement, tout de suite, c'est un peu, c'est très innovant. Nous, les PAP 50, on est inscrits dans le projet avec le Conseil départemental de la Manche. On n'imagine pas un habitat de 30 personnes en 2022. Hein, voilà, c'est clairement comment on fait petit à petit pour arriver à avoir cette pratique de l'inclusion de l'habitat et que, à la rigueur, que ça devienne un souci départemental, politique, associatif, de conseils de citoyens, etc. Et que tout le monde s'empare de cette affaire-là pour faire vivre cette société qui quelque part, c'est tellement cloisonné qu'on en perd le sens au bout d'un moment. Donc, voilà un petit peu comment je réagis par rapport à tout ce qui vient de se dire. Bah merci Françoise. Je ne sais pas si quelqu'un... bon, il nous reste quelques minutes encore avant de faire un petit mot de conclusion. Je pense que c'est des échanges très riches parce que on arrive à se rendre compte en fait qu'il y a vraiment plusieurs dimensions, même s'il y a cette volonté politique représentée par Madame Arel de bien faire les choses, d'être à l'écoute et de répondre aussi à un besoin qui est très important et qui va a priori être croissant vu la population, en tout cas dans le département de la Manche, mais je pense que ce n'est pas un cas isolé, mais que malgré toute cette volonté, même aussi la volonté des partenaires d'apporter aussi leur retour d'expérience, il y a des défis à relever, il y a des difficultés, mais aussi parce qu'il y a plusieurs temps, il y a le temps politique, le temps aussi... on va dire social, le temps aussi, peut-être l'urgence, comme vous disiez, les personnes peut-être qui font les demandes d'habitat sont dans une urgence parce que peut-être qu'elles attendent, malheureusement, elles se retrouvent en situation compliquée avec leur situation. Mais en tout cas, on comprend que c'est un défi assez large. Alors, je ne sais pas, Yves, si vous vouliez rajouter quelque chose. Moi, juste avant de faire un petit mot de conclusion, je vais peut-être laisser aussi 2 petites minutes à Yves pour qu'il nous donne aussi son regard. Non, mais je n'ai plus de questions d'internautes, donc je vais être très, très rapide. D'abord, en vous remerciant tous et toutes de votre éclairage, mais qui va effectivement dans le même sens. C'est vraiment la volonté de ne pas imposer un certain nombre l'habitat, la forme de vie. Moi, vraiment, j'insiste sur ce qui a été dit par Monsieur Lenoir dès le début de notre table ronde, c'est-à-dire les trois composantes de ce qu'est un habitat, c'est-à-dire la sécurité, l'intimité, l'identité. Et ça ne peut pas se faire sans la participation. Donc effectivement, tout le monde l'admet, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a le problème des délais qui peuvent être très longs compte tenu d'ailleurs des procédures, y compris les procédures d'appel d'offres. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Mais je pense que c'est une exigence que même peut-être d'ailleurs sur le plan législatif on devrait inclure dans la loi, que ça devienne presque du même coup opposable en quelque sorte, puisque ce serait dans la loi. Et c'est vrai qu'on a toujours tourné autour de ce mot de participation, on ne l'a jamais véritablement prononcé. On fait de la concertation, on fait de telles choses comme ça, mais on ne fait pas véritablement de la participation.
Or, c'est cette participation qui est un facteur, Françoise Fossé le disait très bien tout à l'heure, c'est la participation qui était un des éléments constitutifs de la citoyenneté, en quelque sorte, et de la citoyenneté urbaine comme de la citoyenneté tout court. Donc, moi, je pense que l'une des propositions qu'on pourrait faire, c'est qu'effectivement, sur le plan législatif, la participation soit intégrée dans toutes les lois concernant l'habitat et je dirais même concernant la politique de la ville, puisqu'on ne peut pas parler habitat sans politique de la ville. Voilà un peu la réflexion un petit peu comme ça, sans structure vraiment et sans vraie logique, mais en tout cas, moi, que je retire de la table ronde à laquelle vous avez participé, et on vous en remercie vraiment parce que c'était très riche, enfin, à mon avis. Alors, je pense aussi que les échanges ont été très riches. Bon, malheureusement, on a un temps imparti qui est d'1h15. Moi, déjà, je voulais vous remercier tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu et puis d'avoir préparé aussi cette rencontre. Parce que voilà, vous avez chacun pu apporter un témoignage et puis des informations et aussi des arguments. C'est quand même important pour parler d'un sujet. Et puis, voilà, on a des voix différentes, mais on comprend mieux les enjeux. Moi, de ce qu'on a compris aussi, c'est que, évidemment, créer de l'habitat inclusif est un processus long, complexe, et que même ce terme d'habitat inclusif peut être remis en cause. Parce que c'est pas si simple comme le dit la formule et on peut se demander si on ne doit pas parler d'un habitat pour chacun plutôt que de l'habitat pour tous, c'est-à-dire vraiment prendre en compte les caractéristiques de chacun, mais vraiment dans une dimension assez générale. Donc la participation est vraiment au cœur de l'habitat, de l'habitat donc pour chacun. Cette participation doit être prise en compte, et notamment ce que disait Yves sur le plan législatif. Encore une fois, c'est pas simple. Malgré la bonne volonté, il faudra aussi du temps, le défi du temps qui est pas évident. C'est donc un important défi qui est donc voilà de passer de l'habitat inclusif à l'habitat participatif. Un défi qui, je pense, sera relevé grâce au partenariat. Ça ne peut pas être une seule entité en fait qui prend les décisions. Et puis aussi garder en tête qu'il faut un habitat, une offre d'habitat diversifiée. Que ce n'est pas l'habitat inclusif d'un côté et puis le reste de l'habitat par ailleurs. Et je retiens aussi la formule qu'il faut faire avec les personnes plutôt que pour les personnes. Donc voilà, je pense que c'était très, très riche d'avoir vos retours, ces échanges. Et je vous remercie chacun d'entre vous d'avoir participé. Et puis je vous donne rendez-vous demain aussi, si vous êtes disponible pour continuer en fait ces échanges sur d'autres thèmes, mais toujours dans le cadre donc de ces rencontres PEP 2021. Merci à tous d'avoir été présents.